Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Salomé Efrati, qui est influenceur dans les domaines beauté et food, ainsi que consultante en marketing digital. Vous pouvez la retrouver via les comptes Instagram I'm Salomé et To Geneva Foodies. Bonjour Salomé, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Mais avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu pourquoi et comment tu es devenue influenceur ? Alors j'ai commencé à jouer avec les réseaux sociaux il y a maintenant 4-5 ans. J'étais à l'école hôtelière à l'époque et ça me plaisait pas du tout. Et je voulais faire quelque chose qui me passionnait un peu plus et du coup j'ai commencé à faire un test. Les influenceurs commençaient à être quelque chose d'important et je me demandais à quel point c'était difficile d'en faire partie. Et ça a vraiment commencé comme ça. Et du coup, quel type de contenu tu produis ? Enfin, qu'est-ce que tu fais exactement ? À quoi ressemble ton quotidien, etc. Alors, j'ai 2 pages différentes. Il y en a une où je me focus beaucoup sur les cosmétiques. Et la deuxième que je tiens avec mon copain, et c'est basé sur les restaurants à Genève principalement. Et du coup, le quotidien, j'ai tendance à me maquiller des fois. Et du coup, je prends des photos des produits. Je m'amuse à commander beaucoup trop de produits sur Internet aussi pour les tester. Et je donne mon opinion très honnête. Ensuite, surtout via Story et quelques fois par mois aussi sur les posts normaux. Pour la nourriture, c'est vraiment nous qui allons au resto, qui prenons des choix de photos et surtout Geneva Foodies, on a tendance à mettre que ce qui nous plaît vraiment. On veut que ce soit un catalogue de repères de restaurants et pas quelque part où on va mettre, disons, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'internationaux en fait qui nous trouvent. Et on veut pouvoir leur dire, écoute, tout ce qu'il y a sur cette page, c'est un vas-y. Ouais, c'est des vraies recommandations. C'est garanti. C'est ça. Faut pas genre se balader 3 heures pour trouver un bon resto, quoi. Et du coup, tu fais ça à 100% ou bien t'as une autre activité en parallèle ? J'ai plusieurs autres activités en parallèle. J'étudie déjà. Je suis en train de finir un bachelor en marketing digital au CREA. Ensuite, à côté, j'ai une activité de consulting où j'ai quelques clients et je m'occupe de leurs réseaux sociaux, de les conseiller, de les mettre dans la bonne voie avec leur page. Et justement, toi, quand tu as commencé, donc tu faisais pas encore de consulting pour les autres, je pense, comment est-ce que tu as trouvé ta place, ta voix, enfin un peu ta ligne éditoriale ? Est-ce que tu as pensé super consciemment et tu t'es posé en mode je vais faire une stratégie ou ça s'est fait super naturellement ? Non, vraiment, quand j'ai commencé Insta, c'était plus comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on a des gens qui nous suivent ? C'était vraiment peut-être ça au début mon seul focus. Après oui, j'essayais de prendre des photos et ça c'était vraiment un apprentissage sur le long terme. La lumière, les photos qui s'appellent les flat lay quand on prend des photos à plat. Donc ça c'était un énorme apprentissage sur le long terme. Je continue à apprendre maintenant. C'est vrai que c'était pas tout de suite mon focus. Maintenant ça l'est. Maintenant je m'en fiche des stats, je m'en fiche des followers. Enfin ceux qui sont là ça me fait très plaisir mais c'est vraiment pas mon focus. J'ai commencé il y a 1 an à faire un setup sur mon feed que je fais sur Photoshop et ça fait en gros comme un gros collage et j'utilise finalement ma créativité quelque part sur la page en plus que disons sur mes yeux avec du fer à paupières. Mais du coup tu testes et puis tu vois ce qui marche en fait au final. C'est ça, ouais. Okay. C'est beaucoup de trial and error. J'imagine. Et je voulais te demander ce que ça voulait dire pour toi être influenceur et est-ce qu'au début c'était difficile, je sais pas, par rapport à ton entourage, tes parents, ta famille, de dire je vais être influenceur, parce que selon les générations, c'est quand même un truc qui est un peu, on va dire, perçu d'une manière pas forcément très positive. Ouais, alors clairement, déjà, j'ai attendu peut-être 3-4 mois pour voir si ça fonctionnait avant d'annoncer à qui que ce soit dans ma famille. Un big disclaimer. C'est ça. Et vraiment, comme je disais avant, j'étais à l'école hôtelière pendant ça et mes parents étaient très clairs avant dans le fait qu'ils ne croient pas en les réseaux sociaux. Du coup, c'était d'autant plus difficile de leur faire comprendre que maintenant, je faisais ça de manière... C'est sérieux, ouais. Ouais, un peu sérieuse et presque pro et que je commençais à recevoir des propositions de collaboration et tout. Genre, ils comprenaient
pas du tout ce qui se passait. Je sais toujours pas s'ils comprennent complètement ce qu'il se passe. Bon, maintenant, oui, parce qu'ils voient que je réussis, mais au début, au c'est début, pas facile, c'était très compliqué. J'ai 3 frères et ils se moquaient de moi, enfin... Mais bon, j'ai l'habitude. Et les amis, enfin, on regarde les autres et tout, t'arrivais à te dire, si tu rencontrais des gens et qu'on te demandait, tu fais quoi dans la vie, est-ce que tu disais, je suis influenceur beauté ou... Ça dépendait de la personne et de la connexion avec elle. Je suis hyper introvertie, du coup je suis pas trop du genre à dire genre ouais je fais ça et regarde ma page Instagram où je fais du maquillage. Genre non, je suis là genre non, je suis étudiante. Et ça vient après. Ça vient après aussi, ils s'intéressent plus. Enfin, j'attends de voir un peu la réactivité des gens, mais clairement même encore aujourd'hui quand je rencontre des gens, enfin... Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Non, c'est pas de s'assumer, mais en fait, c'est de dire, bon, moi, je fais ça et c'est ce que je fais. C'est ça, ou c'est juste, en fait, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Et les influenceurs, c'est quand même un sujet un peu controversé. Il y a vraiment soit les gens qui aiment bien ça, ou les gens qui détestent ça. Et j'ai pas envie que quelqu'un commence à me détester parce que je poste des photos de maquillage. Et puis ça dépend des générations aussi. Enfin, il y a juste de l'incompréhension parce que c'est pas les générations qui baignent dedans, hein, c'est normal. Et en termes d'audience, du coup, t'arrives un peu à voir qui est ton audience, les tranches d'âge, ce genre de choses? Ouais, absolument. Bah, déjà, j'ai une majorité de Genève. Et ensuite, oui, il y a pas mal de Suisse romande. Il y a beaucoup de Londres et d'États-Unis. Donc t'as quand même une audience assez internationale au final. Ok. Ouais, au final, ouais. Je sais pas comment ils me trouvent, mais... Et ensuite, pour l'âge, c'est généralement... ma plus grosse tranche d'âge, elle est entre 25 et 35 ans. Okay. C'est intéressant. Parce qu'en termes, tu disais, je sais pas comment ils me trouvent, est-ce que tu fais que de l'organique, tu fais pas du tout de post-sponsorisé? Je veux dire, au-delà peut-être de tes collaborations avec les marques. Ouais, non, je fais pas du tout pour toi, non, de post-sponsorisé. Okay. C'est vrai que c'est que de l'organique, je mets quelques hashtags, mais j'en ai vraiment genre 3-4, quoi, donc... Et comment est-ce que toi, tu te positionnes, enfin, comment est-ce que tu arrives à te différencier par rapport aux autres influenceurs, si tu cherches à te différencier d'une certaine façon? Ouais, je cherche clairement à me différencier. Pour moi, c'est un gros point, parce que je trouve que beaucoup d'influenceurs font exactement la même chose, copier, coller, genre... Ça, j'en ai parlé récemment en story, il y avait des nanas qui allaient sur le même pont pendant tout le confinement pour faire exactement la même photo. Et je trouve un peu dommage de faire... Enfin, de pas être inspirée à ce point-là. Et surtout que c'est une plateforme créative, quoi. Donc, c'est l'heure, quoi. Exprime-toi, quoi. Fais-toi. Complètement. Et je trouve trop dommage. Donc, clairement, pour moi, c'est un point d'honneur de faire ce collage et de pouvoir chaque semaine faire quelque chose de complètement différent. Et je sais pertinemment que chaque chose que je vais faire n'a jamais vraiment été fait parce que c'est complètement unique à moi. Tu disais avant que tu te focalisais pas trop sur le nombre de likes, le nombre de followers, etc. Est-ce que c'est dur justement de pas se comparer par rapport à d'autres influenceurs en se disant mon Dieu, elle en fait elle a une audience de dingue, comment ça se fait, moi j'arrive pas, ou tu te libères de ça complètement? Alors pendant un long moment, j'étais clairement focalisée là-dessus. Et dès le moment où Instagram a changé son algorithme et j'ai compris que ça n'allait plus jamais être pareil, j'ai fait une pause d'Instagram de 3 mois pour juste me recentrer vraiment et me remettre les priorités en tête. Et pour moi, ma priorité, c'était de nouveau la créativité. Et j'étais là, tant que je fais du contenu qui me plaît, où tu te fais plaisir. Je me fais plaisir. Il faut que j'arrête de regarder les stats. Et vraiment, avant, j'étais tout le temps sur mes statistiques, à screenshotter, à machin. Je vais plus jamais sur mes stats. C'est vrai? Jamais? Jamais. Ah, c'est fou. Donc t'as vraiment réussi à te distancier, à te dire je le fais pour moi et... Des fois, pour les collaborations, il y a quelques personnes qui te demandent tes stats. Et c'est à ce moment-là où je retombe un peu dessus. Je suis genre, ah ouais, il y a ça. Mais c'est tellement malsain. C'est tellement malsain. C'est addictif parce qu'en fait, tu dis, allez, plus 1, plus 2, plus 10, plus 1000. Enfin, c'est hyper malsain. Et le truc, c'est qu'on sait que l'algorithme change tout le temps. On sait qu'on n'est pas dans l'avantage de l'algorithme. Et je comprends que maintenant, les nanas se plaignent. J'ai plus autant de likes qu'avant, je perds des followers. C'est comme ça. C'est comme ça que la plateforme fonctionne. C'est ça. Ouais. Donc, soit tu t'enlèves de la plateforme, soit tu commences à faire du contenu qui te fait plaisir et ça te suffit. Ouais. Puis après, tu vois ce qui prend pas, etc. C'est ça. Ouais. Puis on parlait l'autre fois, là, quand on s'est vu, aussi du fake follower. Ouais. Ce qui est aussi un phénomène assez marquant là-dedans. Donc en plus, il y a ça qui vient on top et qui ouais. Ça, c'est super dommage. Il y a des spéculations que Instagram les remarque et du coup te désavantage encore plus par la suite. Mais oui, les fake followers, c'est dommage sur toute la lignée, quoi. C'est des petits fantômes qui regardent même pas tes trucs. Ça sert à rien. Voilà, c'est pour l'ego. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pour l'ego. Ouais. Et toi, du coup, comment tu t'es adapté? Enfin, est-ce que tu t'es adapté par rapport à l'algorithme ou vraiment tu t'es dit, je continue sur ma lignée
T'as rien changé. J'ai juste changé... j'ai juste commencé le collage. Parce que je voulais faire un truc qui me faisait plaisir. Mais sinon, non, j'ai rien changé d'autre. J'ai continué à être super honnête et transparente en story. Et faire mes revues dans les posts. Ou enfin voilà, des trucs un peu plus conseils dans les posts. Ceux qui a même... Et puis les autres sortent. Voilà, c'est ça. Et justement, comment toi tu utilises ta voix, enfin ta plateforme et ta notoriété, puisque tu as plus de 22 000 followers, je crois, pour passer des messages ou réagir à des sujets d'actualité ou des thèmes qui touchent tes valeurs. Je pense à Black Lives Matter parce que c'est récent, mais est-ce que tu prends le parti d'utiliser cette plateforme-là ou pas du tout ? Absolument. Bon, après, ça dépend clairement du problème politique. Black Lives Matter, j'ai tellement grandi dans un milieu hyper diversifié et tout que c'est vrai que quand on voit le vrai monde et le racisme qu'il y a, enfin moi ça me faisait tellement mal au cœur et enfin bien sûr qu'on a dû en parler, enfin au bout d'un moment 22 000 personnes qui regardent, il faut absolument pouvoir éduquer même une seule personne dans le tas et surtout les générations au-dessus qui eux ne comprennent absolument pas où est le problème et absolument utiliser la voix pour Black Lives Matter. J'en ai beaucoup parlé, ça en a peut-être froissé un ou deux, mais vraiment, c'est pas très grave, quoi. Oui, tu dis que du coup, ils appartiennent pas à l'audience que tu recherches aussi. C'est ça. Donc, ouais. Ça filtre naturellement. Et aussi, pour le féminisme, j'aime bien poster de temps en temps des points. En fait, j'aime surtout poster quand je trouve, par exemple, des infographiques qui ont rendu un problème qui est énorme, extrêmement clair en 3 lignes ou en 3 dessins. Ça vulgarise en quelques dessins. C'est ça. Et... je pense que pour certaines personnes, c'est qu'avec ce genre de truc que ça peut faire tilt. Et voilà, il y a beaucoup de femmes qui comprennent pas trop le mouvement du féminisme et comprennent pas trop pourquoi est-ce qu'elles devraient militer pour ça. Ou qui voient que les extrêmes, des fois qui aussi. voient que les donc, extrêmes. Du coup, ça semble absolument. Complètement... pour elles, les féministes, c'est les nanas qui se mettent à poil dans les manifs. C'est ça. Il y a tout un range au milieu. Oui, c'est ça. Il y a vraiment tout un milieu énorme. Et surtout, enfin... bref, c'est clairement, je l'utilise ma plateforme pour en parler, pour un peu ouvrir des yeux. Mais ouais, clairement, ça plaît pas à tout le monde. Ouais, c'est normal. Et je disais avant que tu avais une énorme audience. Comment est-ce que tu t'es fait connaître à tes débuts ? Donc, comment est-ce qu'on passe d'une anonyme, en guillemets, à 22 000 followers et être reconnue ? Alors ça, c'était un énorme coup de bol. Quand j'avais commencé mes pages, Facebook était encore d'actualité. Et il y avait encore beaucoup de groupes très très actifs. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais mis le lien des 2 pages Insta. Et j'avais mis notamment dans le groupe Facebook TJNFC, où il est très 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 actif et il a plus de 20-30 000 personnes dessus. Et j'avais mis « Salut, je suis genevoise et j'ai commencé ces pages, venez voir !» Et ça a marché. Et ça a marché. Rien qu'avec ça, il y avait genre 1000-1200 personnes au premier coup. Et après, il y a eu une sorte de bouche à oreille énorme. C'est vrai que c'était encore, on y met l'époque où les groupes Facebook avaient vraiment un attrait et tu rejoignais des groupes, quoi. Alors maintenant, c'est clair. Et c'était vraiment en plus le début de la fin. Et même à ce stade-là, ça a été autant réactif. C'était un énorme coup de bol. Clairement, aujourd'hui, ça fonctionnerait pas pareil, je pense. On disait se faire connaître. Est-ce que toi, tu es représentée par une agence ou est-ce que les marques t'approchent de manière directe ? Alors, j'ai été représentée par une agence pendant quelques mois. Ça n'a pas bien fonctionné parce que je crois que l'agence elle-même a réalisé que c'était beaucoup trop de travail. D'accord. Okay. Parce qu'ils ont pris beaucoup d'influenceurs en une fois et ils n'ont pas réalisé l'ampleur de la chose. C'est des vingtaines d'emails par jour. Et ça, l'agence, normalement, est censée en plus te trouver d'autres choses. Donc, ils n'arrivaient pas. Ouais. Et c'est toi qui les avais contactés ou c'est eux ? C'est eux qui m'avaient contacté. Okay. Mais voilà, je suis toujours très proche avec les gens de l'agence même, mais ça n'a pas fonctionné dans ce sens-là. Mais du coup, non, je m'occupe tout seul. Il y a mon copain qui m'aide à répondre aux emails. Les gens contactent généralement par email, certains via Instagram directement, mais c'est moins pris au sérieux quand c'est sur Instagram même. Et surtout, il y en a qui sont filtrés, qui passent entre les mailles du filet. Donc ouais, c'est généralement par mail. Quand une marque t'approche, qu'est-ce qu'en général elle regarde comme critère quand elle choisit une influenceur dans ce secteur ? Alors si c'est... prenons un exemple, Migros, donc marque locale. Eux, ils veulent vraiment quelqu'un qui touche, en tout cas, une partie de la Suisse romande pour optimiser ses chances. Du coup, ce qu'ils veulent voir, c'est
le screenshot des stats qui donne toutes les villes qui nous suivent et le pourcentage qui va avec. Ils veulent aussi voir les tranches d'âge. Ils regardent beaucoup le ratio d'engagement. Donc, c'est le ratio entre le nombre de followers et le nombre de likes et le nombre de commentaires sous chaque post. Donc, généralement, un bon ratio, c'est très, 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 très bas. C'est genre 2 à 3%. Surtout à cause des algorithmes. Donc, oui, ils regardent ce genre de choses. Donc, ils veulent généralement tous les screens de tout ça. Et aussi, ils regardent beaucoup la personnalité de la personne. Ils regardent si la personne est vivable. Ouais, l'image. Si t'as pas fait de bêtises dans le passé. Enfin, oui, bon, toutes ces belles choses. Un petit screening avant. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu recommanderais aux marques pour éviter un peu le mismatch? C'est-à-dire que peut-être dans l'apparence, ils vont dire « Ah, celle-ci, elle est super » ou « Je sais pas, elle a l'air de correspondre vraiment à ce qu'on veut. » Ouais. Et en fait, non. Je pense que le plus grand truc qu'ils devraient regarder, c'est des plateformes telles que Social Blade, où ils peuvent voir la quantité de followers qui sont vrais ou pas. Okay. On peut voir en fait là-bas s'il y a eu des pics de followers et s'il y a un pic sur une journée, c'est généralement qu'ils ont acheté. Ouais. Okay. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des choses qu'ils doivent regarder parce que je regarde des fois les stories de filles qui ont clairement acheté quelques milliers de followers et qui ont des collaborations avec des marques gigantesques et c'est pas juste au final. Parce qu'eux, ils ont des petits fantômes qui les regardent. Ouais, c'est ça. Et puis après, il n'y a pas d'engagement, en fait. Il n'y a pas d'engagement. Ouais, c'est ça. Et c'est une perte d'argent dans tous les sens. Et toi, quel type de marque, quel genre de marque t'approches? Alors, je sais pas, tu peux peut-être pas les citer, mais... Non, bien sûr. Vu que dans mes études d'influenceur, j'ai découvert qu'il y a très, 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 très peu de collaborations payées avec les cosmétiques. Okay. Très peu, voire pas. J'ai eu, dans toute ma life, une collaboration payée avec des cosmétiques. Une seule. Donc, ce qui fonctionne, c'est le lifestyle. Du coup, de temps en temps, je fais du lifestyle, parce que de toute manière, je suis à Genève, il faut bien que je prenne des photos en dehors de chez moi. Et ça, j'ai pu faire des très, très belles collaborations. J'avais fait avec Mobility, les petites voitures qu'on peut débloquer et prendre en ville. Ça, j'avais fait une collaboration assez long terme avec eux. C'était trop sympa. J'ai fait avec Migros, j'ai fait avec les imprimantes Brothers, enfin genre avec plein de petits trucs qui en fait, avec Desenio là, les cadres, mais ça c'est toute la planète qui a fait. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des fois des marques fashion qui essayent de me contacter, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, et surtout c'est généralement du fast fashion. Ouais, donc ça correspond pas forcément. Non, je suis trop pas là-dedans. Comment tu filtres justement, par rapport tes valeurs, ton sens éthique, etc. Est-ce que ça t'arrive de dire non quand on te contacte? Ouais, absolument. Même des grosses marques? Ouais, des fois, justement, il y a une de ces grosses marques de fast fashion qui, pareil, fait des collaborations avec toute la planète, qui te contacte et qui te demande... Enfin, qui te contacte même pas en te demandant si tu veux le faire, parce qu'ils assument que oui. Et ils te donnent déjà toutes tes instructions, machin et tout, dans le premier mail, et toi, t'es là, genre... J'ai pas encore accepté. Ouais, alors, bonjour, déjà... Vous détruisez notre planète. Non, merci. C'est clair. Mais c'est pas évident, je pense. Ça devient plus facile. Okay. Parce que je dépends pas financièrement de mon activité d'influenceur. Et du coup, si ça s'aligne pas tu fais pour le plaisir, donc en fait, il faut que ce soit aligné aussi avec c'est ça. Ce que tu fais. Ouais. Et enfin, je crois très très fortement les valeurs que j'essaye de propager. Et enfin, si demain je fais une collab avec une marque de fast fashion, enfin, ça détruit tout, quoi. Et tu disais avant qu'elle te donnait déjà les instructions. Comment ça se passe quand tu passes avec une marque? Est-ce que justement, une fois que tu as accepté, tu as un brief ultra précis ou on te laisse de la flex pour... Bon, ça dépend vachement du client. Mais dans les meilleurs des cas, c'est hyper précis. Ils te donnent des moodboards, les couleurs plus ou moins qu'ils voudraient dans le truc. Ils te donnent vraiment une liste énorme de do's and don'ts. Il y a généralement le contenu à shooter bien en avance pour qu'ils le confirment et le valident. Pour certaines marques, même, il y a des avocats qui doivent vérifier les captions, donc le petit texte qui est en dessous. Ah ouais, ça va loin. Ouais, ils veulent vraiment se back-upper pour... d'autant plus, tu disais que tu faisais du lifestyle, mais en cosmétique, il y a aussi tous ces aspects de réglementation, je pense. Alors, en cosmétique, en fait, vu que... Pour moi, ce qui se passe avec les cosmétiques, en tout cas pour mon cas, c'est que je reçois beaucoup de cadeaux, de PR, de cadeaux presse. Et là, il faut préciser que tu l'as reçu en cadeau. Donc c'est plutôt ça pour que tout le monde soit safe légalement. Le truc c'est que pour certaines marques, dès que tu dis un mot de travers, ils t'envoient plus rien.
Et pour beaucoup de gens qui, du coup, s'y connaissent absolument pas en cosmétique et qui n'arrivent pas vraiment même à juger le produit de base, bah, même s'ils mettent leur doigt dedans et il n'y a rien qui sort, ils vont dire que c'est génial pour non seulement rester dans les bons papiers, parce que du coup, ils ont posté un truc avec, et en plus, pour continuer à recevoir du maquillage gratuit. Et pour moi, c'est un peu plus compliqué, parce que ça fait maintenant 8 ans que je nage dans les cosmétiques et que genre une autre sensibilité. Genre ma vie c'est regarder des revues en ligne et de faire mes propres revues machin. Je sais quand un produit est vraiment nul et c'est plus compliqué de gentiment dire qu'un produit est pas si incroyable que ça, mais regarde celui-là il est génial et il est censé faire la même chose. Donc c'est plus compliqué, il faut garder des relations super courtoises avec les gens derrière les marques. Parce que quand tu reçois des cadeaux, est-ce que des fois tu te sens libre de dire en fait je vais rien dire parce que... Ouais, il y a clairement plein de choses qui figurent jamais sur ma page. Et je préfère envoyer un email en disant genre écoute merci beaucoup pour ça. Mais je crois pas que j'en parle. Ok. Et ça détruit pas forcément la relation Non, parce qu'ils aiment l'honnêteté, ils aiment qu'on n'a pas publiquement arraché leurs produits. Mais s'il y a vraiment un produit hyper nul, ça par contre je vais le dire. Ça m'est arrivé. Donc t'arrives à garder, enfin à rester authentique, parce que la frontière est fine entre être authentique puis en même temps tu travailles avec des marques, donc il y a cette notion où tu dis bon je suis payée pour le faire, donc t'arrives à rester quand même assez honnête. Ouais, j'arrive à rester honnête. J'ai réalisé au fur et à mesure qu'il y a clairement un entre deux. Il y a des produits nullissimes dont j'ai parlé. Il y a des produits qui sont juste genre mais... Et ça je vais pas en parler parce que de toute façon je crois pas que ça intéresse les gens, voilà. Et il y a les produits qui sont bien et géniaux dont je vais parler... dont je vais parler normalement. Et je vais te demander un souvenir de ta meilleure campagne, enfin la campagne que tu as préférée, ce sur quoi tu as travaillé. C'est une bonne question. À part ça, ça n'a rien à voir avec les cosmétiques, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la campagne avec Mobility. À l'époque, ça s'appelait Catch a Car. Mais j'avais beaucoup aimé parce que j'avais vraiment pu m'éclater à prendre les... Parce qu'en fait, c'est ces petites voitures qu'on peut prendre. Et je m'éclatais, j'ai un drone, et genre j'allais au bord du lac et je mettais la voiture et j'avais vraiment l'impression d'être genre George Clooney en train de faire une pub pour Mercedes. Du coup c'était fun. C'est ça, c'était la plus fun en tout cas à shooter. Okay. Et l'agence qui gérait était tellement sympa et il se marrait trop avec mes photos, donc c'était vraiment une super relation dans tous les sens du terme. Ok. Et d'autres bons souvenirs, je sais pas, de voyage ou d'invitation, choses comme ça? Oh oui, il y en a un qui est un peu bittersweet. Il y a ma marque préférée, une de mes marques préférées de cosmétiques naturels, c'est Lush. Et je les porte dans mon cœur depuis que j'ai 14 ans. Et j'ai eu le privilège de partir avec eux à Londres pour leur summit. C'est un énorme événement c'est Disneyland version Lush. Et c'était génialissime. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais reçu le résultat que j'avais raté l'école hôtelière. Mais c'était aussi le moment où j'ai réalisé que j'étais finalement libre de l'école hôtelière et que j'allais pouvoir finalement faire ce qui me plaît à plein temps. Donc c'est un peu bittersweet, mais c'était clairement le voyage le plus fou de la planète. Et ça consiste en quoi du coup un voyage influenceur? Éclaire-nous. Alors déjà, on reçoit très peu d'informations concrètes parce qu'ils essayent de garder un peu l'élément de surprise. Et ils nous transportent en avion. Dans ce cas-là, on était à Londres et quelqu'un vient te chercher à l'aéroport qui t'amène à l'hôtel et tu sais pas trop l'hôtel dans lequel tu vas aller. Dans ce cas-là, on arrive dans un hôtel qui s'appelait le... Mince, j'ai un blanc. C'est un énorme hôtel à Londres. C'était là où il y avait la banque centrale à l'époque. Ça va me revenir. Mais c'était la banque centrale à l'époque. Du coup, c'est gigantesque. Et en bas, il y a encore les coffres. Et du coup, on arrive dans ce truc de fou. Et il y a genre 9 restos dans le truc. Enfin bref, un truc de malade. Et... là, il y a toutes les équipes Lush du monde entier, tous les influenceurs. Il y avait des influenceurs du Japon qui étaient venus pour le summit. Enfin, c'était vraiment une sorte de réunion de gens qui adoraient cette marque. Et c'était le meilleur melting pot de la planète. Parce qu'on était tous en train de dire genre « Oh, ça sent tellement bon !» On était tous là-dedans. Donc on arrive à l'hôtel, réception, machin, ils nous envoient dans notre chambre. Généralement dans la chambre, il y a des petits cadeaux de la marque. Et du coup, dans ce cas-là, il y avait genre 1000 savons et des boules et c'était trop bien. Et le lendemain, il y avait du coup le summit même. Et ça, c'était dans un énorme entrepôt qui, je crois, à la base, il y a le marché aux poissons dedans, à Londres. Et il l'avait entièrement refait. Il y avait des sortes de cascades et des fleurs et
Il y avait des thèmes dans tous les sens. Il y avait des talks avec des gens qui ont fait des trucs... Enfin, c'était tellement stylé. Et du coup, ils nous lâchent un peu là-dedans, à aller tout découvrir. Ils avaient amené les dames même qui habitent normalement, je crois, au Maroc ou en Tunisie, qui cassent les noix qui font le... Pour carité ou Ouais, qui font les huiles. Et ils les avaient fly in et elles étaient là en train de nous montrer comment elles faisaient. Enfin, c'était... Ouais, t'es vraiment immergée dans la marque. Quoi. Ouais, Enfin, ah ouais, l'immersion totale. Et il y avait aussi un stand pour en fait les déchets électroniques. Et en fait, ils faisaient pour chaque stand une exclusivité Lush. Du coup, dans ce cas-là, c'était une boule de bain en forme de téléphone. Parce que quand les gens rejettent leur téléphone, c'est une pollution énorme, bref. Et il y avait tout un stand sur ça. Et du coup, ils avaient amené les représentants du Fairphone, qui est un téléphone qui est fait de manière hyper éthique. Et du coup, ils présentaient le Fairphone. Enfin, c'était... Oui, ils avaient réussi à faire des liens avec plein de choses, ok. C'était intéressant. fou. C'était tellement cool. Ah non, ça, c'était magique, vraiment. Et ça, ils t'emmènent dîner, enfin, il y avait des food trucks en bas. Enfin, c'était tellement cool, tout était vegan, c'était le bonheur total. Bah, aligné avec leurs valeurs, ah ouais, forcément. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'était... Et il y avait les deux CEO qui se promenaient. Et genre, normalement, on se dit, ouais, CEO qui se promènent et tout, genre, peut-être qu'ils parleraient à personne. Mais non seulement ils te parlaient, mais ils te prenaient dans tes bras. Ah, super accessible, bras, ok. Hyper sympa, et c'est genre, thank you so much for being here. Ah non, c'était trop chouette. Et en échange, en guillemets, enfin là, contractuellement, tu devais produire quelque chose ou pas forcément Ouais, alors c'était quand même relativement libre, mais des posts Insta. Mais là, j'étais vraiment, pour le coup, très contente de les faire. Donc, tu te sentais pas forcée, quoi. C'est ça. Ouais. Et à l'époque, j'avais encore un blog et j'avais écrit un article de blog détaillant l'expérience de A à Z. Et j'aime encore maintenant y retourner que pour cet article-là, parce qu'il y a encore toutes les photos et le step by... C'était tellement bien. C'était magique. Ah, ça, c'était vraiment... Je peux bien croire, ça devait être une expérience hors du monde. Ouais, vraiment. Ouais. C'est vraiment, chaque instant, t'es là... Qu'est-ce que je fais là ? C'est malade. C'était vraiment fou. Et j'ai vu, il me semble, donc maintenant tu te focalises uniquement sur Instagram. T'as arrêté ton blog, sauf erreur ? Ouais, j'ai arrêté mon blog. Parce que je suis hyper dyslexique et j'ai un déficit d'attention gigantesque. Du coup, ça me demandait plus d'une semaine pour écrire un article. Et c'était juste pas... Ouais, donc on dit bien le retour sur investissement. Ça, ouais, le retour sur investissement était zéro. Et surtout, les blogs, à part les gens qui ont des blogs depuis peut-être 10 ans, personne va les lire. Donc moi, ça me faisait kiffer parce que même malgré tous ces obstacles, j'adore écrire. Mais ça prenait trop de temps. Ça prenait trop de temps et... Donc tu te focalises uniquement sur... Ouais, sur Insta. Et j'essaie quand même de faire des captions relativement longues et qui vont en détail. Donc je me dis que ça suffit. Et en story, je parle énormément. Non, puis c'est vrai que c'est quand même plus un média où tu vas, en guillemets, zapper. Les gens ont envie d'avoir un peu du snackable content, enfin des choses un peu plus courtes, donc ça se prête aussi mieux c'est ça. à ça. Ouais. Et sur ces contenus-là, est-ce que tu les prévois à l'avance ou bien t'es assez spontané ? T'as un peu ton calendrier éditorial ou pas du tout ? Alors oui et non. Ça reste quand même très spontané. En ce moment, je suis en train de faire un truc qui l'est moins parce que je m'étais mis le challenge pendant le confinement de faire un feed rainbow avec que des maquillages rainbow. Mais normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus spontané que ça. C'est vraiment dès que j'arrive à prendre une photo de quelque chose ou de moi dans une situation, enfin, j'en profite et je la mets. Feeling, ouais. Okay. Mais vu que je dois le planifier sur Photoshop et c'est 9 posts à la fois, je dois quand même le planifier d'une manière. Ouais, ça fait quand même partie un peu d'une série. Ouais, ça fait partie d'une série. Il faut que je le planifie. Je le planifie pas dans le mode je vais shooter ça aujourd'hui et faire ci, ça, à part quand j'ai des collaborations. Un plan de bataille. Mais c'est juste genre je dois le planifier parce que je dois le mettre ensemble. Ok. Et pour ça, tu utilises des outils ou tu postes directement sur Instagram ou tu as des outils qui te planifient ton contenu ? Alors, ouais, j'utilise une application qui s'appelle Planoly. Et ça permet en fait de mettre les photos que tu veux mettre dans l'ordre que tu veux. Tu peux écrire ta caption en avance. Tu peux programmer à quelle heure et quel jour tu veux que ce soit posté. Et comme ça, au moins, tu es sûr qu'elle est postée. La seule chose dans les stats que je regarde, en fait, c'est l'heure la plus optimale pour poster. Donc, je le programme pour ça. Et après, je laisse Insta faire son travail. Ouais. Okay. Et oui, on parlait avant de story. Tu es devenue aussi une Instagram Story Ambassador, je crois. Oui. Comment tu t'en sers ? Alors, ça, c'est vraiment très chouette. C'était une opportunité que j'avais eue grâce à l'école. Ils avaient fait un concours à l'interne. Ils avaient choisi peut-être une quinzaine de personnes
pour aller dans les bureaux Instagram à Paris et on a été se faire former en fait pour donner des formations à notre tour sur les stories. Donc expliquer de A à Z comment l'outil des stories fonctionne et pourquoi il est important pour un business. Et ça, c'était une opportunité en or qui est géniale. Et depuis, en fait, ça c'était du coup il y a 1 an et demi maintenant, depuis on tourne et on donne des formations dans des entreprises où ils viennent au Créa. On faisait 1 fois par mois, hors Covid, ils venaient 1 fois par mois des groupes de 40 à 60 personnes pour apprendre à faire des stories. Et c'était vraiment une super opportunité. J'ai pu aller dans plein de bureaux différents. On était censé aller à Majorque, donner une formation à une grande société. Et c'était le 14 mars. Bad timing. Ça a été annulé. Mais ouais, c'est vraiment très cool. Là, on est en train de bosser d'ailleurs sur le niveau 2 de ce qu'on a fait. Okay. Et c'est vraiment pratique. Et surtout maintenant, en plus avec mes clients, ça me permet de pouvoir leur expliquer l'outil des stories beaucoup plus facilement et efficacement. Tu partages un peu des best practices, des conseils. C'est ça. Ouais. Okay. Parce que c'est tellement essentiel pour un business d'être actif en story parce qu'il y a plus de visibilité sur les stories que sur les posts. Donc c'est crucial. Et justement, en termes d'influence un peu, de tendance, on va dire, dans le marketing d'influence, qu'est-ce que tu vois à venir ? C'est difficile de se projeter. Mais... C'est difficile de se projeter. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'authenticité, surtout en fait avec les collabs. Je vois déjà peut-être aux États-Unis plus de liberté dans les collaborations et dans les captions. Genre clairement, c'est pas quelque chose qui a été revu par une équipe de 15 personnes. Mais c'est pas encore le cas ici. Ici, c'est encore très manicuré qu'on fait une collaboration et vérifié, machin. Donc j'espère qu'on va avoir aussi, de notre côté, beaucoup plus d'authenticité. Parce que ça en manque, je trouve. Ok. Et toi, t'as des projets à venir que tu voudrais partager ici ? Pour l'instant, pas de projet. Tout a été annulé à cause du Covid. Mais c'est pas si mal. Ça me fait un été tranquille. Et ouais, on verra par la suite quand tout le monde reprendra un peu du service d'ici septembre. Comment ça se passe un petit peu ? Mais ouais, j'espère qu'il y a des trucs qui vont revenir. J'ai pu faire une collab avec Cahiers pendant le début du déconfinement. Et ça, c'était trop génial. Moi, je les avais un peu soudoyés parce que j'avais été à la fabrique Cahiers et je les avais tagués partout en mode sponsorisez-moi. Et ça avait payé. Ça a payé. Ils m'ont contacté 3 mois plus tard. Voilà, comme ça. Et peut-être quand tu as commencé, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner, auquel tu penses maintenant ? De pas me prendre la tête. Parce que j'ai perdu beaucoup trop de temps à me prendre la tête. Avec Insta, avec les gens sur Insta, qui sont pas toujours très sympathiques. Et juste lâcher prise un peu. Plus de recul, lâcher prise, exactement. Okay. Parce que on n'a pas besoin de cette négativité dans notre vie. C'est clair. Merci beaucoup. Et merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Salomé pour ton accueil et ta participation. Vous pouvez retrouver Salomé sur Instagram via les comptes I'm Salomé et To Geneva Foodies. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.